Dans le débrief aujourd'hui, les débatteurs s'appellent Fabienne Billa. Bonjour Fabienne. Bonjour Delphine. Très heureuse de vous recevoir en plateau parce qu'à chaque fois on est plutôt à distance toutes les deux. Donc Fabienne Billa, conseillère en communication et stratégie numérique, Henri Dagrin, délégué général du SIGREF et Éric Lequellenec, avocat associé spécialiste du droit du numérique chez Simons & Simons. Bonjour. Également Bonjour. à tous les deux et je suis très heureuse aussi de vous recevoir bien entendu. On va démarrer avec la nomination, puisque ça y est, on a enfin un remaniement finalisé, la nomination de la nouvelle secrétaire d'État au numérique. On peut peut-être déjà commencer, non pas par la personne, mais ne serait-ce que par l'intitulé du poste, puisqu'on est passé d'un ministre délégué en charge du numérique à une secrétaire d'État au numérique. C'est pas tout à fait la même chose, hein, c'est-à-dire qu'elle ne va pas participer à l'ensemble des conseils des ministres. Est-ce que, selon vous, ça va vraiment même être pénalisant, cette dégradation, j'ai envie de dire, du titre sur la responsabilité, sur ces sujets du numérique au niveau gouvernemental, ou finalement, c'est pas un sujet d'inquiétude? Henri? Moi, je pense que j'ai tendance à penser que c'est pas tellement un sujet d'inquiétude. Ce qui est important, c'est de voir comment ces sujets vont être pris en charge. Et je rappelle quand même que dans l'intitulé de la fonction de Bruno Le Maire, il y a également la souveraineté, souveraineté numérique, industrielle et numérique. Numérique, donc, est bien porté. Est-ce que c'est grave? J'en sais trop rien. Ce qui va compter, c'est surtout la façon dont Marina Ferrari va prendre en charge ces dossiers. Et figurez-vous, je l'ai rencontré avec mon président, avec le président du SIGREF, Jean-Claude Laroche. Nous l'avons rencontré avant-hier. Pour la première fois, donc. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Je sais que ça a surpris pas mal l'écosystème tech, ma nomination. C'est vrai qu'a priori, pas grand monde ne la connaît. Alors, elle dit pourtant, moi, ça fait quand même 10 ans que je suis dans la tech. Côté RH. Il y a beaucoup de monde dans la tech. Eh ben oui. Non, très concrètement, on peut se réjouir effectivement qu'enfin il y ait une personne de qualité à ce poste. Maintenant, comment ça, enfin, une personne de qualité? Oui, alors là, attendez, on l'a attendu quand même. Et puis, on avait Jean-Noël Barrot. Bien sûr, mais qui est également de très grande qualité. Dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux, au regard effectivement de la manière dont ce remaniement a été mené. Et en tous les cas, je crois qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui soit très proche des institutions européennes. On a vu là, sur ces derniers mois, quelques frictions sur des sujets liés justement à la régulation du numérique. Et donc, avoir quelqu'un effectivement qui est proche naturellement des enjeux européens est plutôt une très bonne nouvelle. Alors moi, je m'interroge sur ce point-là en particulier, puisque Jean-Noël Barrot est parti justement aux affaires européennes, avec, a priori, il va avoir pris sous le bras quelques dossiers du numérique qui se décident à Bruxelles. Et c'est ce que je trouve dans ce duo qui va se mettre en place, notamment vis-à-vis de Bruxelles, c'est qu'on aura donc aux affaires européennes, au Quai d'Orsay, un Jean-Noël Barrot qui connaît très bien ces sujets-là. Ouais. Et qui lui-même, j'en suis sûr, et j'en avais parlé avec lui lors de sa passation de suite, a comme ambition, effectivement, de continuer à porter ces sujets-là pour l'exécutif français. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est quand même un beau tandem et je suis assez certain que les choses vont plutôt bien se passer. Alors, moi aussi, je me suis laissé dire qu'effectivement, il allait continuer à suivre ces sujets du numérique au niveau européen. En plus, c'est l'échelle à laquelle aujourd'hui on doit traiter en vrai ces sujets, mais pas seulement. En revanche, on ne nous a pas présenté quand même l'histoire comme ça, comme un binôme. Non. Fabienne, sur cette nomination, ce secrétariat d'État au numérique, votre réaction? J'ai envie de dire oui, effectivement, on va voir ce qui va se réaliser, mais j'aime bien ce duo néanmoins qu'on peut mettre en avant, parce que finalement, ce qui manque au numérique en France, c'est quand même un écosystème de connaissances politiques, enfin de connaissances numériques par les politiques. Et plus ils seront nombreux, où qu'ils soient, et mieux ce sera. En plus, cette personne vient du territoire de Savoie, je crois. Donc, moi-même étant lyonnais, je trouve que c'est intéressant d'avoir... non, mais c'est vrai, d'avoir la connaissance sur les territoires, parce qu'il y a quand même une vraie disparité de connaissances numériques et d'appréhension du numérique entre les territoires et la capitale. C'est vrai, ça c'est un point, effectivement. On sort un peu de Paris. Oui. Si je puis me permettre, le troisième homme, quand même, c'est notre président de la République. Donc on voit quand même que sur le numérique, il a pratiquement créé une sorte de domaine réservé. Du moins, on l'a vu sur les dernières annonces les plus marquantes. Et là aussi, on estime que c'est vraiment dans
la plus proche collaboration avec lui qu'on peut vraiment sans doute faire bouger les choses. Alors, Emmanuel Macron, il est parti avec sa French Tech au départ, et puis aujourd'hui, il s'empare davantage de sujets de société. On l'a entendu dans sa conf de presse adresser la question, par exemple, de l'exposition, de la surexposition des enfants aux écrans, mais enfin, il ne va pas pouvoir s'occuper de tous ces dossiers tout seul. Henri. Et je rajoute quand même qu'il y a une grande, il y aura une grande continuité, je pense, dans l'action de Bercy sur les sujets numériques, parce que le directeur de cabinet de Jean-Noël Barrot, Renaud Vedel, reste en poste auprès de Marina Ferrari. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Renaud Vedel est quelqu'un qui connaît très bien ces sujets-là, qui les avait travaillés avant à la Direction générale des entreprises, en tant que coordinateur national des stratégies d'accélération pour l'intelligence artificielle. Connaît très bien ces sujets-là. Il y a une grande continuité. Je pense que c'est grande continuité. Non, c'est bien, vous êtes positif. Ah mais oui, mais parce que je le ressens comme ça. C'est l'importance d'un cabinet. Vous vous êtes entretenu, vous nous avez dit, avec notre nouvelle secrétaire d'État. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Nous, on a présenté d'abord le CIREF, qu'elle ne connaissait pas. On lui a présenté... le CIREF qui représente quand même... les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques françaises. Mais c'est vrai que... Qui ont des stratégies numériques aujourd'hui clés. Absolument. Qui sont les plus gros acheteurs de solutions numériques. Ah ben oui. Oui, c'est le budget cumulé, disons le cash-out annuel des adhérents du CIREF, c'est un peu plus de 60 milliards d'euros. Oui, donc c'est quand même bien qu'elle vous connaisse maintenant. Oui. Voilà, et on lui a exposé les différents sujets de préoccupation de nos adhérents. Juste sur cette question des dossiers européens, parce que là, on est en train de dire, bon, alors est-ce qu'on a vraiment un profil suffisamment numérique, suffisamment tech, qui ne connaît pas aujourd'hui très bien tout cet écosystème a priori, mais est-ce qu'il faut avoir un profil peut-être plus juridique finalement pour adresser ces sujets du numérique? Parce que ça joue beaucoup sur le réglementaire. Évidemment, et puis on voit l'inflation réglementaire précisément d'origine européenne, mais aussi à l'initiative non seulement du gouvernement, mais de certains parlementaires. Il s'agit en effet d'articuler toutes ces initiatives. On voit précisément, c'est les couacs que j'évoquais à l'instant, que sur notamment le bannissement des réseaux sociaux, sur d'autres mesures justement de contrôle de l'âge, on va y revenir, des mineurs sur certaines plateformes. Voilà, il y a eu effectivement beaucoup d'idées, mais pas forcément très bien coordonnées. Et je pense qu'en réalité, là, la vraie qualité dont on a besoin au niveau de ce secrétariat numérique, c'est finalement de la maîtrise d'œuvre et de l'organisationnel, peut-être plus encore que la technicité juridique sur laquelle, évidemment, chacun de nos ministres ont de toute façon d'excellents secrétaires de cabinet qui sont là pour y pourvoir. C'est vrai. Donc on jugera sur les actes. On passe à notre autre sujet. On va parler de la protection des mineurs en ligne avec cette possible déchéance de parentalité qui en fait veut mettre face à leurs responsabilités des parents qui parfois surexposent même leurs enfants sur les réseaux sociaux à travers des photos, des vidéos qui peuvent être du matériau utilisé par des cybercriminels, par des réseaux de pédopornographie. Et donc, il s'agit de resensibiliser à nouveau les citoyens sur l'importance de maîtriser finalement nos données personnelles et puis de protéger les mineurs en ligne. Ce texte, il vous semble aller dans le bon sens parce que c'est de la sensibilisation, ou vous vous dites là quand même, aller jusqu'à imaginer une déchéance de parentalité pour ce sujet, c'est un peu fort, Fabienne. Il me semblait que le texte était assez pédagogique tout de même, et puis il renforce en plus une loi d'octobre 2019, pardon. Et c'est de l'acculturation finalement, c'est de la littératie numérique et qui est manquante aujourd'hui. Je crois qu'on va parler également de TikTok et de Douyin peut-être ensuite. Les Chinois font énormément de réglementation par rapport à ça. Aujourd'hui, les enfants entre 14 et 18 ans regardent TikTok à peu près 2 heures par jour au niveau mondial. Et les enfants avant 13 ans ont environ une moyenne 1300 photos d'eux-mêmes qui sont exposées sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, ce sont les parents qui ont posté ces photos. Et 50% de ces photos se retrouvent sur les forums pédocriminels. Donc je pense que l'enjeu est tellement vaste et tellement important, tellement crucial que... on parle de déchéance de parentalité, c'est peut-être un petit peu effectivement excessif, mais en tout cas de la connaissance et de l'acculturation avec des garde-fous qui soient de plus en plus restrictifs et coercitifs, pourquoi pas. Parce qu'on aurait pu imaginer une campagne de sensibilisation. Là, on repasse encore par un texte de loi.
Alors, moi, je suis vraiment d'avis qu'il vaut mieux prévenir que guérir et même punir. Là, en l'occurrence, une déchéance de parentalité. Je crois qu'il n'y a pas de pire sanction pour un parent, quel qu'il soit, père ou mère, et qu'à tout point de vue, évidemment, moi-même, j'ai pu participer à des sessions de sensibilisation, souvent auprès de jeunes élèves, mais pourquoi pas faire la même chose auprès des parents, sauf erreur, ça n'existe pas beaucoup, donc prévoir en effet... Voilà, des sortes de stages, de messages aussi disponibles, pourquoi pas, au-delà d'un certain nombre de minutes passées sur les réseaux sociaux, qu'on soit adulte ou enfant, voilà, des messages qui s'afficheraient automatiquement pour rappeler certaines évidences. Après, moi, d'un simple Par exemple, point de vue... qu'on peut passer son profil Facebook en privé pour partager voilà. les photos des Parce enfants que uniquement en c'est pas famille, par forcément exemple. très juste. Oui. Et à partir de là, le régime juridique, je pense, doit être le plus simple. On a un article 9 du Code civil qui est formidable pour encadrer et protéger la vie privée. Je suis toujours assez réservé quand on veut avoir des lois qui courent après la technique ou des phénomènes, effectivement, qui peuvent être même structurants. Voilà, essayons de garder un cadre suffisamment large pour tout englober. C'est une question, vous allez me dire peut-être Henri, je ne sais pas, hein, c'est une question de cybersécurité, au contraire, c'est bien de mettre les points sur les i, je sais pas. Non, ce n'est pas une question de cybersécurité, c'est une question... D'abord, il y a plusieurs observations qu'on peut faire. C'est la cybercriminalité dont on parle. Hein, oui, mais c'est pas... C'est assez différent. C'est de la criminalité dans l'espace numérique. Absolument. Pour le dire plutôt comme ça. Vous avez raison. C'est de la criminalité qui se déploie dans l'espace numérique. Moi, j'observe quand même plusieurs choses. D'abord... si on parle de TikTok, le TikTok en Chine n'est pas du tout le même que le TikTok pour les Occidentaux. Et ça, c'est peut-être le sujet principal à regarder. Vous voudriez avoir le TikTok chinois ? Non, mais bien observer que le TikTok pour les Occidentaux, d'abord, qu'est-ce qui est fait des données ? Et notamment aux États-Unis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, il y avait eu toute une polémique autour du fait que les serveurs qu'utilisait TikTok pour les jeunes Américains devaient être situés aux États-Unis et opérés par une entreprise américaine pour que les données ne repartent pas en Chine. Or, on s'est aperçu à cette époque-là que les données repartaient bien en Chine parce qu'elles sont utilisées à dessein. Et la deuxième chose... comment est-ce que TikTok peut être utilisé par la Chine pour manipuler la multitude occidentale, pour manipuler les opinions occidentales. Ça, c'est un autre sujet, et je pense que focaliser sur la responsabilité parentale quand on parle de ces outils, notamment de TikTok, c'est peut-être cacher l'arbre qui cache la forêt. Il y a quand même deux sujets, c'est parce que j'ai mis un peu deux sujets en un sur la protection des mineurs. Il y a cette loi, effectivement, qui touche à la parentalité, et puis il y a cette enquête au niveau européen. Et puis je dirais une deuxième pour chose. L'application du Digital Services Act, juste pour préciser, qui là s'intéresse à un problème de transparence de TikTok vis-à-vis de ses pratiques. Et de Mais avant ça, on est confronté à une addiction qui est croissante. Et c'est peut-être également un problème de santé mentale publique qui doit relever de politiques publiques liées à la santé mentale, notamment auprès des enfants, auprès des adolescents. Donc là aussi, ce sujet-là, il ne faudrait pas que la responsabilité parentale ou la mise en œuvre du DSA, on se dise on a traité le problème. On n'a pas traité le problème. On n'a pas traité on a le un problème vrai sujet de l'addiction à ces interfaces. Absolument. Et ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude qui est peut-être aussi peut-être le plus important aujourd'hui. Donc celui de la manipulation avec TikTok notamment et de l'utilisation des données et celui de la santé mentale. Fabienne. Il y a effectivement plusieurs choses. Nous, on peut jouer avec la responsabilité des parents, me semble-t-il, avec des moyens qui sont assez soft. Par exemple, de paramétrer une heure. Alors, par exemple, Douyin, en Chine, est paramétré pour que les enfants de moins de 8 ans aient un accès 40 minutes. Et c'est Douyin qui a mis 40 minutes, enfin non, 1 heure, alors que le gouvernement chinois a mis 40 minutes. Voilà, donc déjà, a restreint énormément. Nous, en France, encore une fois, dans le monde, c'est 2 heures de visibilité. Donc, on a le contrôle parental, désormais, qui sera installé par défaut sur tous les nouveaux appareils mis sur le marché. Alors, est-ce que c'est, par exemple, de paramétrer en disant on peut regarder, on a accès au réseau social pendant 1 heure et ensuite il faut à nouveau un mot de passe. Donc, c'est les parents qui ont un mot de passe pour pouvoir réenclencher la visibilité du réseau social. Par exemple, c'est assez soft, ça me semble assez pertinent. Mais pour reprendre sur Douyin et par rapport au TikTok qui est français et qui est européen,
c'est une étude d'IFOP qui avait discerné qu'il y avait 20% de fake news sur les contenus qui étaient promulgués par TikTok. Et Douyin n'a rien à voir au TikTok français, européen, même mondial. C'est-à-dire sur Douyin, il y a des contenus scientifiques, de la vulgarisation scientifique. Il y a plein de vidéos comme ça sur les musées, des visites de musées, enfin des choses qui sont très intéressantes et très pertinentes et qui finalement participent à l'acculturation des enfants. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Oui, c'est pour ça que moi, ça m'avait un peu contrarié cette incantation à limiter les écrans. Le problème, c'est pas les écrans, c'est ce qu'il y a derrière l'écran. Bien sûr, c'est les contenus. C'est un peu un tout. C'est les contenus. Oui. Et je suis d'accord avec Henri, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la responsabilité parentale, on parle du DSA, du DMA, des règlements européens sur les grandes plateformes, mais on parle toujours pas du problème de leurs interfaces qui nous rendent totalement accros. Et c'est d'autant plus vrai qu'en plus, lié à la manière dont ces interfaces sont contenues, il y a des enjeux publicitaires qui sont loin d'être neutres, qui génèrent évidemment des millions, si ce n'est des milliards de revenus pour ces plateformes, et sur lesquels, en effet, il s'agit de travailler à déverrouiller ces conceptions addictives. On appelle aussi en anglais rabbit hole, j'aime bien le terme. Et en tous les cas, justement, on a déjà des outils. C'est tout particulièrement sur la transparence algorithmique de ces plateformes, et DSA, DMA, on a maintenant les outils juridiques pour contraindre les plateformes à plus de transparence. Et il s'agit justement aussi qu'il y ait peut-être des organisations familiales, parentales, au-delà des gouvernements, qui soient aussi partie prenante de ces textes, certes qui sont un peu complexes, mais je veux dire, il s'agit évidemment de les mettre là, en l'occurrence, on voit TikTok justement qui est soupçonné de ne pas être suffisamment transparent, de ne pas donner les outils pour auditer ces algorithmes, mais il y a aussi vous parliez des modèles économiques, c'est pas juste les algorithmes, c'est comment ils gagnent de l'argent en fait. Donc c'est tout ce process là qu'il faudrait démêler. C'est toutes les plateformes. Donc comment on peut les faire revenir à une genèse qui nous conviendrait? Ça me paraît un petit peu difficile et utopiste. Enfin, oui, mais c'est pas vraiment le sujet. La transparence algorithmique, c'est pas le sujet de la santé mentale des adolescents confrontés à cette addiction. C'est pas comme ça qu'on va le traiter. C'est pas par la transparence algorithmique. D'accord. Non, donc on n'a pas abordé le sujet. Non, parce qu'Henri, vous parliez de l'influence, de l'ingérence même étrangère. Oui. La transparence algorithmique permet justement d'aller voir s'il n'y a pas des algorithmes qui travaillent. Oui. On est censé quand même au niveau européen s'organiser pour auditer ces algorithmes des grandes plateformes. Et il y a des régulateurs qui sont aussi censés prendre le sujet à bras-le-corps. Moi, je pense quand même sur les marchés financiers. Si on touche au porte-monnaie, on peut faire bouger certains comportements. On a vu quand même que certaines plateformes avaient revu, y compris leur plan d'affaires, suite à l'introduction du RGPD tout particulièrement. Ce sont des algorithmes extrêmement complexes qui évoluent en permanence. On a l'exemple d'Apple qui bouge beaucoup son modèle en ce moment pour se mettre en conformité avec le digital market. Mais on voit aussi comme c'est pas si simple finalement d'arriver à l'objectif recherché au niveau européen. Ça prendra du temps, nécessairement. Alors, on passe à notre autre sujet. On va parler des clés de chiffrement, parce qu'on a la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est opposée à l'obligation de fournir des clés de chiffrement. En fait, elle a donné raison à un des utilisateurs de Telegram, dont le FSB, donc le service de sécurité russe, voulait récupérer les messages. Pourtant, on était quand même dans un contexte d'attentat, donc on aurait pu imaginer que ça justifierait cette demande. Mais on voit là comme finalement en Europe, on est quand même attaché à cette question de protection du chiffrement. Pas plus. Si. Non, mais... moi, je pense que là, on est... L'homme de l'art. Oui, mais on est au cœur, effectivement, de ce qu'on appelle une dialectique entre sécurité et liberté. Je crois qu'à un moment donné, il faut choisir son camp. On est vraiment avec une juridiction qui a une, on va dire, profonde vision libérale au sens juridique du terme, donc respectant les libertés fondamentales le plus strictement possible. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les Anglais voudraient quitter la CEDH. La Russie l'a fait, d'ailleurs, au demeurant, depuis. Et on le voit bien, à un moment donné, ils ont choisi leur camp. C'est vraiment cette vision, effectivement, libérale sur laquelle il y a une liberté de communiquer qui est finalement intangible et à laquelle il ne peut y avoir finalement de limitation qu'extrêmement limitative. De la même manière, par exemple, que des écoutes téléphoniques en France, c'est 2 à 4 mois selon la gravité de l'infraction, mais on voit que c'est extrêmement encadré. Là, il s'agissait d'avoir finalement une clé de déchiffrement qui soit, au regard de cette loi russe, finalement permanente. Et on est venu, et les juges pour ça ont mis très clairement des garde-fous, vous dire que non, ça n'est pas possible dès lors qu'il y a un risque
qu'il y ait évidemment que des cette clé écoutes, serve voilà, ou du moins un à déchiffrement. écouter plus largement. Exactement, au-delà des simples personnes incriminées dans le champ, finalement, des investigations ou des enquêtes de nature pénale. Donc je vois qu'à tout point de vue, là, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins, mais à un moment donné, il s'agit aussi de préserver la sécurité des personnes. Et je ne suis pas sûr que si on prend cet arrêt au pied de la lettre, on arrive à trouver le bon équilibre. Alors, c'est une question, voilà, je peux employer le terme de cybersécurité aussi, parce que la question du chiffrement... Absolument. Ça dépend comment on traite ce sujet-là. Il y a plusieurs moyens pour permettre à des services étatiques d'accéder à des contenus. C'est d'affaiblir et de contraindre la taille des clés de chiffrement, des dispositifs de chiffrement, ce qui permet par ailleurs de les déchiffrer. Bon, il suffit d'avoir la puissance de calcul et les bons outils, tout le monde peut le faire. Peut-être pas la bonne solution. Il y a également rendre obligatoire l'intégration dans le code des dispositifs de chiffrement, qu'on appelle les backdoors, dont ce que demandent les services de renseignement américains depuis dont des années. L'entrée est connue uniquement par des services. Puis il y a une porte, c'est une porte. Voilà. Absolument. Mais c'est une porte ouverte qu'on ne connaît pas, parce qu'elle est vraiment derrière. Bon. Voilà. Et d'autres peuvent la trouver. Exactement. Et là, et l'utiliser. Ça revient à peu près à ce qu'est une faille 0D, une vulnérabilité 0D qui est utilisée, quelqu'un la trouve, bam, l'utilise, et ça peut avoir des effets extrêmement pervers. Donc là aussi, je pense que c'est pas une bonne méthode. Puis il y a une troisième méthode, c'est d'avoir des tiers de confiance stricts qui disposent de cette capacité, mais il faut que ça se fasse dans un cadre démocratique, sous le contrôle de la justice, et pas dans un cadre exclusivement administratif. Mais alors, comment ces tiers auraient accès au chiffrement? Eh bien, ça veut dire que vous déposez auprès d'un tiers de confiance, vous donnez à un tiers de confiance les moyens les clés qui permettent de... Vous remettez à un tiers de confiance des clés comme vous les remettez, par exemple, à votre gardienne quand vous partez en vacances. Aujourd'hui, c'est pas le choix qu'on fait. Non, pas du tout. On est d'accord. Non, sachant qu'effectivement, là, on ne parle pas d'hypothèses totalement infaisables, puisque c'est comme ça que fonctionne tout simplement la signature électronique. Vous avez nécessairement des tiers de confiance entre une clé publique et une clé privée, au cas par cas, qu'on peut actionner pour savoir qui réellement a signé un document de manière infaillible et intangible. Donc je pense qu'à tout point de vue, on peut être créatif. Je pense que c'est peut-être pas non plus le métier du juge que d'aller sur ce terrain-là, et on souhaite en tous les cas qu'il y ait une vraie réflexion au niveau justement des différents législateurs européens et nationaux pour avancer sur ce sujet, en effet, d'accès encadré, ça a été dit, judiciairement ou peut-être sous le contrôle d'un régulateur. Il faut qu'on ait accès. Ça, c'est pas si simple, c'est ça que j'entends. mais effectivement avec des outils techniques. Je ne sais pas, mais en tous les cas, la lutte contre la pédocriminalité, contre le terrorisme, contre tous les crimes organisés qui se déploient... On fera un débat, évidemment, sur le sujet. On ne peut pas dire... On n'a pas le temps. Passer, c'est pas un sujet. C'est pas vrai, c'est un sujet. Ah, ça, c'est un sujet, c'est sûr. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Fabienne, je vais vous faire réagir au prochain sujet parce que sinon on n'avance pas. Oui, au prochain sujet, très bien. Non. Le prochain sujet, c'est sur l'IA générative qui n'en finit pas de nous surprendre avec là, des nouvelles prouesses en matière de génération de vidéos. Alors ça se passe encore une fois du côté d'OpenAI, qui communique très bien en l'occurrence. OpenAI donc qui nous dit pour l'instant attention, mon produit donc Sora, mon nouveau modèle texte to vidéo n'est mise entre les mains que d'une Red Team qui est en charge de vérifier que tout ça ne comporte aucun risque et que ça fonctionne bien. Est-ce que vous vous dites, Fabienne Billa, là, on va vraiment trop vite sur l'IA en matière d'IA générative, ou au contraire, c'est fabuleux, c'est extraordinaire? Mais ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que ça avance en technologie, on peut difficilement réfréner des technologies, parce que de toute façon, il y aura toujours un Elon Musk ou quelqu'un d'autre qui voudra s'en emparer, donc pourquoi pas. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ait pris un petit peu conscience des fakes, etc., ce qui avait été généré avec la génération de textes. En revanche, on l'a bien vu avec les contenus, etc. Donc là, il fait un petit peu un temps de pause, on peut dire, avec cette team d'experts qui est en charge d'un décèlement, je veux dire, de faux contenus, de fake news, etc. Donc ça, c'est déjà pas mal, c'est un temps de retrait. Mais
bon, de toute façon, il faudra encore de Ils l'apprentissage. sont obligés presque, c'est patte blanche, je fais une petite référence en même temps aux images que nous regardons, qui ont été donc générées par une intelligence artificielle. On voit aussi qu'il y a des progrès encore à faire techniquement, parce que pour l'instant, ce sont des séquences de vidéos qui sont très courtes. On voit quand même des défauts, bon, tout le monde les a remarqués. Il y a aussi autre chose intéressante, au-delà de la Red Team chez OpenAI, c'est cette volonté de travailler autour du watermarking, de dire Absolument. on va poser finalement un filigrane sur tout ce qu'on est en train de produire avec des IA génératives pour pouvoir les repérer et savoir quand ce sont des fausses images ou des vraies images. Et donc, nous arrivons au règlement sur l'encadrement de l'intelligence artificielle qui prévoit précisément ce watermarking. Et donc, on voit bien qu'en termes d'information due au public, alors il y a aussi le DSA qui prévoit dans une moindre mesure cette information, mais vraiment le règlement sur l'IA va aller beaucoup plus loin, dans une logique finalement de transparence. Et ça tombe d'autant mieux que ce soit finalement OpenAI qui soit le premier à proposer ce service Sora, que, a priori, par rapport au seuil de soumission au règlement IA, c'est le seul acteur au jour où on se parle qui sera réellement concerné par l'encadrement des IA génératives selon ce nouveau texte. Donc à tout point de vue, on voit que l'IA progresse, son encadrement juridique certes, ne s'appliquera pas à tout le monde, mais en tous les cas, si le premier acteur... Enfin là, d'ici 2026, je demande à voir. Je pense qu'il y aura Alors, plus sur les IA génératives, il y aura déjà des dispositions qui rentreront en vigueur l'an prochain. Donc, c'est un phasage progressif de l'entrée en vigueur. Enfin, en tous les cas, on voit qu'on ne peut rien faire. Je suis entièrement d'accord avec la progression des IA à tout point de vue. Je voulais juste citer Hans Moravec, qui est un chercheur dans le domaine des IA, qui représente notre monde comme étant une planète avec des terres émergées. La cinématographie était très loin, très en hauteur, et la mer IA monte, et ça y est, elle s'attaque déjà finalement à la montagne du cinéma. Donc, je pense qu'on verra encore beaucoup de choses dans les prochains mois, si ce n'est années. Allez, ça nous laisse plus qu'une minute, Henri, pour parler de votre actualité, parce que vous avez repéré un sujet autour de VMware. Oui, parce que là, ça y est, on n'a déjà plus le temps de parler du reste. Alors, je regrette parce que j'aurais voulu parler de Sora, mais... Mais moi aussi. Voilà, mais oui. Mais alors, VMware, très bien. VMware a été racheté par Broadcom. Broadcom, qui n'était pas à son premier essai, qui avait fait la même chose avec Computer Associates et avec Symantec. Et à chaque fois, ça a été un cauchemar pour les clients de ces éditeurs. Aujourd'hui, donc Broadcom a racheté VMware, oui. Et maintenant VMware by Broadcom est un produit qui est mis sous tension par Broadcom, qui a déjà viré, je crois, quasiment la moitié des effectifs de VMware. Quelles conséquences ça peut avoir ? Et quelles conséquences ? Des hausses de prix très conséquentes, notamment passage de licence perpétuelle à un mode par souscription annuelle, des augmentations des tarifs de la maintenance qui augmentent de 15 à 20% tous les ans, des hausses de tarifs. Bref, ça va avoir un effet assez désastreux sur le marché du cloud et notamment pour les opérateurs de cloud alternatifs. Merci Henri Dagrin, merci Fabienne Bia, merci Eric Lequelenec. C'était Smartech, c'était notre grand débrief et à très vite sur Bismart. Merci.